Philippe Lorange, bonjour. Bonjour. Philippe, tu te questionnes aujourd'hui sur le cas de Nour Atalla. Est-ce qu'elle est une réfugiée palestinienne ou une islamiste antisémite? Oui, bien, c'est une question qui fait pas mal réagir en France parce que la France a reçu quelques réfugiés palestiniens. Et donc, dans le cas de Nour Atalla, qui est donc une étudiante de 25 ans, inscrite à Sciences Po Lille, donc dans le nord de la France. Donc, ce qu'on sait d'elle, c'est que, bon, justement, elle vient de Gaza et elle est sortie de Gaza au début du mois de juillet. Et donc, justement, pour le moment, elle n'a pas vraiment d'hébergement, de logement. Donc, c'est le directeur lui-même de l'Institut, bon, donc de Sciences Po Lille, qui a décidé de la loger à son appartement alors qu'il est absent pour le moment. Mais ce qu'on a appris, c'est que des internautes, et c'était relayé par des grands médias, donc c'était revérifié par la suite, des internautes ont vérifié ses tweets, donc sur X ou anciennement Twitter. Et donc là, on voit plusieurs tweets qui sont, ma foi, extrêmement inquiétants. Ben, par exemple, je te dire que ce qu'on voit, par exemple, c'est le retweeter une citation de Adolf Hitler, par exemple. Puis pas n'importe laquelle, là. Ça porte sur la population juive. Donc, c'est pas juste une critique, par exemple, d'Israël. C'est pas juste une critique pour dire on veut un cessez-le-feu. Non, non. Ce qu'elle a tweeté ou retweeté, c'est carrément une citation de Hitler, comme je viens de dire, mais aussi un tweet qui légitime les attentats du 7 octobre 2023. Donc, il dit que c'est pas allé assez loin, que c'était finalement une très bonne chose. Donc là, c'est plusieurs tweets de ce genre où là, c'est carrément dans l'appel à la violence. Et là, on est carrément dans l'antisémitisme. Donc, autrement dit, on est dans l'idée qu'il faut finir le travail, commencer par les nazis. Donc, malheureusement, ce genre de personnage peut exister. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le ministre de l'Intérieur, c'est Bruno Retailleau en France. Et il faut comprendre que le gouvernement français, donc depuis quelques mois, c'est un gouvernement qui est un peu une sorte de coalition. C'est plus juste les gens qui sont strictement sous le parti d'Emmanuel Macron. Et donc, Bruno Retailleau, c'est un homme qui est plus lié à la droite. Et donc, Bruno Retailleau a dit les propagandistes du Hamas n'ont rien à faire dans notre pays. Donc, ce qu'il a fait dans les circonstances, c'est qu'il a saisi la justice pour simplement qu'on arrête de la considérer comme une réfugiée. Et comme de fait, ben finalement, Sciences Po Lille a été, si on veut, interpellé par les médias. Et ils ont décidé en peu de temps de finalement la désinscrire pour l'automne prochain de Sciences Po Lille. Après, une des questions qui revient, c'est de dire, comment ça se fait que les services d'immigration n'ont pas fait plus de vérifications parce que ces tweets-là sont parfaitement publics. C'est-à-dire, c'est sur des internautes qui les ont trouvés. Alors que je rappelle quand même, je te donne un autre exemple, le 9 octobre 2023, donc seulement 2 jours après les attentats du 7 octobre, Nour Al-Attala relaye un post appelant à filmer les exécutions des otages en haute qualité et à les envoyer aux médias de l'Occident pervers. Donc, Ah oui, on est dans ce jeu-là, là, en ce moment-là. Puis ils l'ont accepté initialement. Là. Ils ont ouvert leurs bras. Venez ici, Madame Atala. Venez fréquenter notre université. Il n'y a pas de problème. Aucune vérification. Aucune question. Mais certains se disent, après, bon, c'est pas encore tout à fait revérifié, mais certains se disent, par exemple, que, en fait, peut-être que parmi les services qui sélectionnent les réfugiés palestiniens, en fait, ils savaient ce qu'ils faisaient. Donc, il y aurait des personnes parmi, c'est-à-dire parmi ceux qui sont dans ceux qui choisissent les réfugiés palestiniens qui vont se diriger vers l'international, vers la France ici. Ce seraient finalement des dirigeants du Hamas ou des gens qui seraient proches du Hamas qui feraient exprès pour choisir des gens qui seraient finalement des militants politiques. Donc, après, ça reste à revérifier. Mais donc, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que finalement c'était plutôt une sorte de choix stratégique par des gens qui étaient là en premier lieu de filtrage? On le sait pas encore, mais on voit bien que là, quand même, il faut faire attention là, parce que en France puis ailleurs en Europe, je veux dire, là, il y a eu beaucoup de cas d'antisémitisme, puis on l'a vu ici même au Québec, des synagogues qui sont attaquées, le consulat israélien parfois qui est parfois extrêmement harcelé. Donc là, c'est pas juste une critique d'Israël qui Ben, est ajoute à absolument ça légitime en soi. la propriétaire là, des cafés qui faisait des saluts nazis, là, qui a d'ailleurs qui doit faire face à la justice pour ce qu'elle a fait. Là. Mais d'ailleurs, cette dame-là elle fait tenir son café à l'hôpital général juif. Donc là, Ouais, on se ça dit, c'est. là, on se dit, c'est quand même inquiétant de se dire, ça peut aller
très proche des gens qui sont les plus vulnérables. Donc, c'est sûr que là, à un moment donné, je peux comprendre qu'on puisse recevoir des gens qui sont en danger dans leur pays, puis même ici au Québec, on reçoit des gens de tous les pays qui sont en danger. À un moment donné, il faut quand même que ça se fasse selon des règles. Là. Je veux dire, cette femme-là, qui a seulement 25 ans, déjà, elle est carrément dans le nazisme, dans l'hitlérisme, et les vérifications n'ont pas été faites. Alors qu'on s'attend quand même à ce que nos fonctionnaires en immigration fassent ce genre de vérification minimale. Ils n'ont pas fait de vérification, puis ils ont donné une bourse. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Ils ont donné une bourse alors qu'il y a bien des étudiants français qui ne bénéficient même pas de bourse. Et on sait qu'il y a des inégalités importantes entre les classes privilégiées et les catégories populaires en France. Donc, c'est ça, les différences entre les classes en France, c'est beaucoup plus important qu'au Québec. Là. Quand on vient d'un petit village, qu'on vient de petites villes plus éloignées des grands centres urbains, c'est souvent des régions où il y a un chômage endémique, où, justement, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une mobilité sociale. Parfois, ça devient carrément impossible parce que parfois, on vient d'un milieu tellement modeste qu'on ne peut pas être proche d'une université prestigieuse, on peut pas avoir accès, justement, à des institutions importantes ou à un emploi qui est mieux rémunéré. Donc là, on se dit, bon, fait que là, ceux qui habitent ce qu'on appelle la France périphérique, donc qui vivent plus à la marge des grands centres urbains, eux, ils vivent dans une forme de misère économique. Puis elle, qui vient tout juste de débarquer, elle bénéficie d'une bourse, puis elle loge chez le directeur de Sciences Po Lille. C'est quand même fou, là. C'est vraiment, vraiment incroyable. Hey, je veux t'entendre sur cette histoire-là qui fait grand bruit. Le scandale, si scandale il y a, parce que moi, jusqu'à date, je suis assez sceptique, merci. Là, Sydney Sweeney et American Eagle. Tout ça part d'une campagne publicitaire. On fait un jeu de mots entre Jane et Jean. Explique-nous, bon, la genèse de tout ça. Et est-ce qu'on est face, encore une fois, à une espèce de mouvement woke, là? Et est-ce qu'il y aura finalement écho? Est-ce qu'il y aura vraiment de réelles conséquences pour l'entreprise American Eagle? Comment tu vois ça? On verra par la suite. Mais là, bon, ce qu'on voit, c'est que la publicité d'American Eagle, ce qu'on voit, en fait, c'est un mouvement un peu général. C'est-à-dire qu'à partir de 2020, dans le cadre de la mort de George Floyd, il y a énormément d'entreprises aux États-Unis, mais tu sais, on a même vu ça au Québec, donc qui ont voulu comme montrer un militantisme contre le racisme. Et donc, qui ont fait beaucoup de publicité pour mettre plus de gens de couleur, pour dire, voyez, on est dans la diversité, on est dans l'antiracisme, ce genre de choses. Puis là, ben, on est un peu, si on veut, on est un peu descendu de la fièvre. Là. On s'est dit, regardez, on peut aussi reprendre des acteurs qui sont pas toujours issus de la diversité ethnique ou de la diversité des origines. Et donc, Sydney Sweeney, bon, qui est donc typiquement l'américaine blanche moyenne, si on veut, donc sert dans les publicités d'American Eagle. Et donc là, ben, c'est une très belle femme. Et là, donc, le slogan dit, ben, Sydney Sweeney a des beaux gènes. Donc là, évidemment, en anglais, ça dit good jeans. Mais là, justement, bon, on peut faire un jeu de mots avec des jeans, donc, comme on le comprend, American Eagle vend ces pantalons-là, les pantalons jeans. Et donc, là, il y en a qui disent, bon, justement, sur les gens qui sont plus à gauche, disent, ben là, c'est la suprématie blanche parce que là, vous avez choisi une belle jeune fille blanche et blonde aux yeux bleus. Donc, c'est une forme de nazisme. Hey, c'est tiré par les cheveux, sincèrement. Là. Non, mais là, ce qu'on se dit, donnez-moi un break. Là. Toute personne blonde aux yeux bleus est nazie. C'est quasiment rendu là. Franchement. Mais tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, ce slogan publicitaire-là fait pas... On est vraiment très loin du nazisme. En fait, ça fait plutôt référence... C'est un jeu de mots. C'est juste un jeu de mots qu'on aurait pu trouver sur le coin d'une table en 2 minutes. Non seulement ça, mais en plus, ça vient... C'est carrément inspiré d'une pub de Calvin Klein dans les années 80. Qui disait quasiment la même chose. Tu sais, ça se trouve sur Internet d'ailleurs. Là. C'est une pub qui dit, c'est une même fille, genre qui lui ressemble par ailleurs, qui dit un truc du genre, c'est bon d'avoir des bons gènes. Tu sais. Donc ça n'a même pas rapport, ça n'a rien à voir avec la suprématie blanche ou ce genre de choses. Donc je crois que dans ce genre de circonstances, encore une fois, il y a eu de la mauvaise foi. C'est-à-dire que tout de suite, on prend l'interprétation la plus nazifiante qui soit, alors que comme tu viens de le dire, c'est juste un jeu de mots qui s'inspire d'un slogan publicitaire déjà fait une quarantaine d'années plus tôt. Puis, franchement, quand même, je veux dire, la plupart des gens comprennent très bien que c'est quand même pas la suprématie blanche inspirée du nazisme. Je pense qu'American Eagle aurait eu strictement aucun intérêt à faire une référence aux nazis puis à l'eugénisme pour dire la race aryenne. Ça n'a rien à voir. À un moment donné, c'est pas criminel d'être blonde aux yeux bleus, là.
Je veux dire, c'est correct d'exister puis de faire la publicité. Est-ce que tu crois que là, tu sais, en 2025, là, ces espèces de critiques-là vont peut-être trouver un peu moins écho, là, puis qu'il faut peut-être arrêter de voir, là, démoniser chaque chose qu'on voit. Est-ce qu'un jeu de mots peut être juste un jeu de mots, puis ça s'arrête là, là? Pourquoi trouver toujours un espèce de double, triple sens, puis hey, un racisme? Moi, je vais être le premier à Mais en tout dénoncer cas, du racisme quand il y en a, quand j'en vois. Là, je vois un jeu de mais en tout mots cas, dans avec le une monde pub. des entreprises, je pense qu'il y a un recul du wokisme. Premièrement, le fait que Donald Trump soit là, c'est fait en sorte que bien des grandes entreprises s'alignent selon les politiques américaines pour éviter de perdre du financement. Donc déjà, ça a un effet culturel, le fait que Trump soit là, qui n'est pas toujours positif par ailleurs, mais c'est-à-dire que au sujet du wokisme comme tel, ça fait reculer cette idéologie-là. Après, même quand Donald Trump n'était pas encore de retour, il y a déjà eu le boycott de Bud Light, on se rappelle, donc Ah parce que oui, c'est Bud vrai. Light avait eu donc sa nouvelle mascotte, donc qui était quelqu'un, si je me souviens bien, qui est comme, je sais plus si c'est une drag queen ou quelqu'un qui est trans. Donc en soi, c'est pas un problème, mais on dirait que les consommateurs de Bud Light ont vu ça comme quelque chose de dévirilisant, et donc les actions et les ventes de Bud Light avaient chuté de façon dramatique. Il y a aussi Target, donc les magasins Target, ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est qu'il y a un regroupement qui s'appelle les Moms for Liberty qui s'est créé. Et donc, ils allaient chez Target en se filmant, puis ils disaient, vous voyez les pyjamas pour enfants, les jouets pour enfants, c'est rendu des trucs queer, non-binaires, donc c'est inacceptable, donc on boycotte Target. Et donc, en faisant ce grand mouvement de boycott, ben, ça a marché. Donc, il y a bien des gens qui ont suivi. Et bon, ça force un peu Target à reculer. Donc, bon, en soi, c'est pas nécessairement un problème, donc, qu'il y ait des pyjamas non-binaires ou la même chose pour Bud Light. Mais bon, ça fait un peu partie de l'idéologie, si on veut. Et donc, ce genre de grands mouvements de boycott font reculer donc l'idéologie, mais aussi, même s'il n'y a pas de mouvement de boycott, en soi, les ventes marchent pas tant que ça quand on veut avoir une image qui est plus dans la diversité de façon exagérée. Donc, ça marche pas nécessairement. Et c'est pour ça que là, depuis peut-être un an ou deux, il y a un retour, si on veut, à la publicité plus traditionnelle qui ne tient pas nécessairement compte toujours de critères de diversité à pu finir. Bon, le journal nous apprenait cette semaine que, notamment, les roulottes étaient de retour à Saint-Bernard-de-la-Colle. On a des chiffres aussi, là, depuis les dernières politiques migratoires du président Trump, depuis son Alcatraz des alligators là, qu'il a inauguré en grande pompe. Ben, il y a du mouvement à la frontière nord. Est-ce que tu crois qu'on va rejouer un peu dans le même film que le chemin Roxham il y a quelques années? Mais si je me souviens bien, si on regarde le portrait global, les migrations de ce genre au Québec, donc ce que je considère comme des migrations illégales, d'autres vont dire irrégulières ou d'autres termes. Mais le portrait global, c'est que ça l'a diminué au Québec. Cela dit, c'est vraiment à la colle que là, ça l'a considérablement augmenté par rapport à l'année dernière. Donc là, ce dont on nous parle, bon, donc dans les articles du Journal de Montréal, c'est que justement, c'est surtout des immigrants haïtiens, donc qui ont peur des expulsions de Donald Trump. Ce qui était déjà un cas qui s'est vu dans les dernières années. Donc, justement, Donald Trump menace de ramener dans leur pays non seulement les immigrants haïtiens, mais bien des Latinos qui sont en situation illégale. Donc là, ces gens-là qui viennent parfois de la côte nord-est, donc de Boston, par exemple, ça a été cité des cas de Haïtiens à Boston qui veulent venir ici. Puis là, la famille qui est au Québec, parce qu'on faut savoir qu'à Montréal, c'est la plus grande communauté haïtienne hors Montréal, en Amérique du Nord, c'est à Montréal. Hors Haïti, pardon, c'est à Montréal. Donc là, on nous dit, bon, ben, autrement dit, on nous incite à dire, ben là, vous comprenez, ils veulent pas retourner en Haïti parce que c'est la misère, c'est toujours un peu le chaos en Haïti. C'est compréhensible. Sauf que, comme l'avait déjà dit Jean-François Roberge, à un moment donné, on peut pas accueillir toute la misère du monde, là, parce que Haïti, c'est une situation catastrophique, sauf que si on est vraiment conséquent avec l'idée que c'est plus vivable, ben ok, s'il y a beaucoup de gens là-bas, là, c'est des millions de gens sur une petite île de rien du tout. Donc là, on peut pas non plus accueillir tout le monde. Puis moi, j'ai envie de dire, le Québec a déjà fait beaucoup sa propre part dans la Fédération canadienne. Quand on se compare aux autres provinces canadiennes, on a fait largement notre part. Donc, si le Canada veut accueillir de nouveaux migrants, ben regardez, je veux dire, il faudrait les redistribuer, je pense, dans les provinces canadiennes anglaises, parce qu'à un moment donné, le Québec, ça ne tient plus sur le plan logistique. J'en ai souvent parlé ici, je suis pas le seul à en parler. Je veux dire, là, nos services sociaux craquent déjà. On a déjà plusieurs hôtels
lieu d'hébergement qui accueille beaucoup de migrants, donc en situation illégale. Donc, je pense que le Québec fait déjà largement sa part. Puis là, ces gens-là, s'ils veulent vraiment rester ici, ben regardez, il faudrait peut-être les redistribuer vers les autres provinces canadiennes anglaises. Et Philippe, souviens-toi qu'à une certaine époque, lorsque le Québec tirait la sonnette d'alarme et disait ça commence à craquer de partout, et ça, faudrait se rappeler de ça. Il y a des gens dans le Canada anglais qui ont traité les Québécois d'intolérants, de racistes. Et là, c'est drôle, quand les autres provinces ont commencé à accueillir certains migrants et se sont rendus compte de l'ampleur de la tâche également. Ah, là, c'est drôle, on avait un discours un peu plus nuancé. Faudrait peut-être pas oublier ceux et celles qui ont insulté les Québécois à l'époque. Philippe, passe une belle journée, on fait ça demain. Merci toi aussi.